Bonjour. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettres Haïti Télévision Madame Gisèle Kayata Aïd, journaliste chroniqueuse chargée de cours qui partage sa vie entre Beyrouth et Montréal. Gisèle est l'auteur de Accommodante Montréal, Crise de femmes, Kiba Runa, Dialogue avec femmes, Dialogue avec nos aînés, Là où le temps commence et ne finit pas, et Consommation Inc., publié chez Fides à Montréal. Son tout dernier livre s'intitule Beyrouth, tendresse. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Gisèle. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Vous nous parlez de Beyrouth, vous êtes au Liban, montréalaise, là, vos origines sont libanaises. Vous êtes à Beyrouth, au Liban. Et tout récemment, donc, comme je disais, vous avez fait paraître Beyrouth, tendresse, un livre émouvant, on va dire, qui passe pour être un hommage et une déclaration d'amour à Beyrouth après l'explosion du 4 août 2020. Une explosion qui a défrayé la chronique partout dans le monde, on le sait. Est-ce qu'il faut dire justement de votre point de vue qu'il y a eu un avant 4 août et un après 4 août? En fait, quand j'ai commencé le livre, je pensais qu'il y aurait un après 4 août. Et c'est pour justement garder mes souvenirs intacts, pour ne pas que tout se dilapide, que j'ai commencé à écrire. Je me suis assise et là, les souvenirs sont remontés. J'avais peur de retourner à Beyrouth parce que quand le 4 août est arrivé, j'étais à Montréal, on était bloqués, il y avait la COVID, on ne pouvait pas voyager. Oui. Et les images qui me parvenaient étaient vraiment désastreuses. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, c'est fini, je ne vais pas retrouver ma ville. Alors, j'ai commencé à écrire. Mais quand je suis revenue à Beyrouth, j'ai vu que, bon, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de malheur autour. On voit que les gens ont perdu leur travail, leur shop, tout. Mais que Beyrouth était la même. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je témoigne que Beyrouth, c'est toujours Beyrouth et que j'en fasse quelque chose de ces souvenirs que j'ai ramassés, si on peut dire, dans ma mémoire. Et je l'ai je vous en publié. prie. Oui, il a été publié, Beyrouth, tendresse, votre tout dernier. Bon, il contient une quarantaine de récits teintés d'humour et de tendresse. Il faut dire aussi que l'humour, c'est une force tranquille quand on écrit avec ce sens de l'ironie et de l'humour. Et puis, il y a aussi cet avant-propos émouvant où vous exprimez cette crainte de ne pas revoir Beyrouth carrément, de ne pas rencontrer votre ville. Mais il faut dire que la photo sur la couverture du livre est celle de la maison de votre enfance. Elle a été détruite. Comme on peut le voir, mesdames et messieurs, en arrière-plan, ça, c'est la maison de votre enfance, cette belle maison avec cette véranda, on va dire, ces balcons, qui n'est plus maintenant, que vous avez eu l'humilité, la grandeur d'âme, on va dire, de la partager, qui vient d'être détruite après l'explosion du 4 août 2020. Et il faut dire aussi que le Covid, comme vous venez de le dire, il a prolongé ces rencontres. Exactement, c'est ça. Notre maison était juste en face du port, des silos qui ont été détruits. Et toute la façade est tombée, si vous voulez. Mais la maison a été détruite, il n'y a plus rien dedans. Mais comme je vous dis, à part la douleur d'avoir perdu sa maison d'enfance, mais comme je le dis d'ailleurs dans une de mes histoires, j'avais perdu la maison de ma grand-mère aussi à un moment donné. C'était le fait d'avoir peur de perdre sa ville, de ne plus retrouver l'identité. Or, non, j'ai eu... C'est drôle à dire, mais j'ai eu la même sensation comme je retourne à chaque fois. Beyrouth est toujours Beyrouth, parce qu'en fait, ce qui fait une ville, ce sont ces gens, c'est le peuple, c'est ceux qui la composent, qui ont toujours la même résilience. Pour certains, les Libanais sont pas résilients, mais il y a un terme qui est péjoratif, ils se résignent.
Mais Oui, non, en fait, ils font avec, mais ils se relèvent et ils continuent et ils persévèrent. On sent ça surtout au niveau de la culture. La culture n'a jamais arrêté. On se demande, mais qui va encore s'intéresser? Mais non, il y a toujours des artistes qui ont envie d'exprimer et les gens suivent parce que la culture, oui. c'est ce qui cimente la population. C'est l'expression de leur identité profonde et j'ai retrouvé ça et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de retourner à Beyrouth. Ça m'a enlevé toutes les images de détresse, de Oui. destruction, Vous avez fait votre des deuil. images apocalyptiques. Oui, oui, c'est ça, en effet. Exact. Et ça reprend tranquillement. Tranquillement. Puis, en revenant justement à votre livre Beyrouth Tendresse, il y a une table de matière, dans votre table de matière justement, je trouve fascinant ce jeu de mots, au fil de mois, au fil des mois et au fil des émois, justement. Quelle est la Oui, portée justement qu'il faut qu'on comprenne, nous autres lecteurs, de ce jeu de mots-là? au fil de moi, ce sont mes histoires, si vous voulez, à moi. Mon Mhm, enfance, ma famille. Il y a mhm, beaucoup d'histoires autour de l'école parce que c'est le milieu de vie de cet enfant qui raconte. Parce que le livre est écrit par un narrateur qui est moi, mhm, mais qui est un enfant. C'est l'enfant que j'étais, jeune adolescente que j'étais à cette époque-là. mhm. Donc, c'est au fil de moi. Puis, au fil des mois, MOIS, Oui, c'est mois par mois comment nous vivions Beyrouth. Par voilà. exemple, je sais qu'au mois de mai, on devenait tout fébrile, on devait aller à la plage, on devait s'arranger pour être bronzé, etc. Oui. En juin, on, on tapait les tapis sur les balcons, il fallait tout empaqueter parce qu'on montait à la montagne, passer les vacances. Et en octobre, c'était la rentrée, Beyrouth Oui. recommençait à s'animer. Et puis la troisième partie, au fil des émois, c'est des histoires sur, si vous voulez, la vie de Beyrouth. Par exemple, je raconte, c'est toujours à partir d'un personnage ou Mhm. d'un événement que je montre, si vous voulez, une histoire. Je montre Voilà. l'histoire avec beaucoup, beaucoup de détails. Il n'y a pas de description plate. C'est comme une fresque, mais avec beaucoup de détails qu'il faut voir à la loupe. Vous voyez, et je raconte Beyrouth, mais avec beaucoup d'affection parce que c'est Avec ce que beaucoup j'ai d'affection. vécu, moi. Exactement. Oui, On j'ai va, on vécu va ça. juste faire une pause et on va, pour ne pas vous couper la parole, on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation, mesdames et messieurs, avec Gisèle Kayata Eid, qui nous parle de Beyrouth, de Liban. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On accueille en ce jeudi chez Arelette Gisèle Kayata Eid de Beyrouth, du Liban. Pour parler justement de son livre Beyrouth Tendresse. Pour enchaîner avec vous, Gisèle, donc au fil du mois, on va parler au fil du mois, on parle de la famille là, on parle de la musique, du bonheur, on parle d'oncle Louis, oncle Michel, la tante, la grand-maman, la grand-mère. Il est bien décrit surtout ce sentiment d'appartenir à une communauté soudée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parce que nous vivions tous, c'est vrai que nous vivions en ville, mais nous Mhm. étions pratiquement dans le même quartier tous. Et on allait à l'école à pied. Maintenant, il n'y a Oui, pratiquement pas un étudiant, un élève qui va à l'école ou à l'université à pied. La ville a été éclatée avec la guerre. Alors, c'est ce sentiment d'appartenir à un quartier où on se visite les oncles, les tantes. On avait le temps. Il n'y avait pas ni les ordinateurs, ni les cellulaires, oui, ni les avions qui allaient, qui venaient tout le temps. On était là, on fêtait les oncles, on allait voir les tantes. Il y avait les anniversaires qui étaient. Et nous, dans la famille de ma mère, c'était une famille de musiciens. Tout de ok. suite, la musique embarquée, le piano, c'était très, très joyeux. C'est cette image que j'ai voulu retranscrire et qui est passée. C'est ça que je suis satisfaite parce que les gens ont vibré avec ma joie. Avec cette joie-là. C'est... Oui, Magnifique. Alors, puis
vous parlez aussi au fil des mois. Justement, là, quand je vois un certain titre du livre David contre Goliath, Sortie de neige, Salamandre, Beyrouth en arc-fleur, la mer dans notre ADN, etc. Quelle est justement la portée de décrire non seulement par des récits, de décrire la nature aussi et de ramener cette touche historique et spirituelle? On le voit, hein, n'est-ce pas, dans vos titres? Je ne sais pas, je n'ai pas voulu le faire comme ça. C'est venu spontanément. Quand j'ai commencé à écrire les histoires, il fallait leur trouver un titre et le titre s'imposait un peu par lui-même. Par exemple, la salamandre, c'était le mois de mars. Comme au Canada et comme cette année à Beyrouth, ça a été le cas. C'était le mois le plus froid. Mais en fait, Oui, il y a un proverbe qui dit « Gardez vos plus grosses bûches pour le mois de mars ». Alors, ça m'a inspiré quand je me suis rappelé le souvenir de ma mère tout qui à fait. voulait allumer cette salamandre. C'était Oui, un truc en fonte qui était très difficile pour faire partir. Et puis, elle passait toute la journée. Et ce souvenir-là m'est resté. J'ai voulu l'immortaliser durant le mois de mars. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que oui, les oui, histoires sont venues. Et le oui. chapeau du mois, s'est installé dessus. Magnifique. Puis le mois de mars, hein, c'est le début carrément du printemps et puis carrément un aboutissement vers la période estivale. Mais on va enchaîner au fil des émois. La faute aux Italiens, palais gustatif, la baraga à gogo. Là, on dirait que hein, c'est carrément je veux dire, pas dans le sens d'une promotion touristique, mais de valorisation, n'est-ce pas, de ce qu'on peut voir dans ce beau pays qu'est le Liban. Scène d'opéra, sentir Beyrouth, Happy Few, que la fête continue. Faut-il comprendre justement l'envergure culturelle et intellectuelle que Beyrouth a toujours eu, justement, à travers les titres que vous avez choisis? Non, je n'ai voulu rien prouver, je n'ai voulu rien euh, éclairer, je n'ai pas voulu mettre l'accent sur quelque chose dans ce livre. Je l'ai fait juste pour mon plaisir. Et les histoires sont venues par elles-mêmes, comme je vous disais. Donc, je ne défends pas une situation ou un état de fait, mais on peut conclure, le lecteur comme moi, je l'ai senti pendant toute ma vie, que c'est une ville qui était cosmopolite, elle l'est toujours, mais beaucoup moins, elle a beaucoup de contraintes maintenant. C'était une ville ouverte, multiculturelle, enjouée. C'était une ville où il faisait bon vivre, où chacun avait sa place. Elle était très culturelle. Il y avait beaucoup de touristes qui étaient tout le temps là. D'ailleurs, j'ai un chapitre qui s'appelle, qui fait la concurrence dans les deux souks. Il y avait un souk très populaire et un autre souk qu'on appelait le souk le French, le souk des Français, des étrangers. Oui, Donc, c'était une ville, une capitale épanouie. Et je n'ai pas voulu l'analyser, mais c'est ce qu'on peut en déduire. oui. Ça vient tout seul du fait même qu'on découvre la ville à travers mes récits. C'est une capitale euh, qui était très ouverte. Oui, Il n'y avait pas de une ouverture toujours présente, culturelle. mais toujours présente avec une présence culturelle, mais surtout cette particularité de voir ou d'avoir toujours vu que Beyrouth s'est toujours relevé. Donc on sent cette Oui. touche d'optimisme justement dans vos récits. Ben, écoutez, ça fait 40 ans que nous vivons entre la guerre et les rounds, on Exact. les appelait les rounds au début, et les crises, et les guerres civiles, et les bombardements, et les invasions, et les occupations. Tout le vocabulaire y passe. Donc, on s'est fait un chemin dans tout ça, mais c'est parce que la population libanaise, il faut dire qu'elle est, de par sa composition, elle est très diversifiée. Il ne faut pas oublier qu'on est 19 communautés quand même et Oui. qu'on a plusieurs allégeances. On a des allégeances à l'Ouest, on a des allégeances à l'Iran, on a des allégeances aux pays arabes et tout le monde veut sa part du gâteau. Et comme c'était une société très ouverte et dans la région, ce n'était pas le cas,
tout le monde venait s'exprimer chez nous. Alors, Ouais. ça partait dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites ça avec un certain humour et une certaine Humour. Je vais vous dire pourquoi. touche d'espoir. Mais si vous permettez, on va le faire après la pause. Je relancerai la question. D'accord. On vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. De retour avec vous, messieurs. On continue notre discussion avec Gisèle Kayata Aïd, auteure montréalaise, originaire du Liban, qui nous parle de Beyrouth, justement. Je voulais en parler, justement, de cette teinte d'humour qu'on trouve, justement, dans ce récit. Vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau, Gisèle? Le livre n'est pas du tout nostalgique. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de romans. Il y a toujours cette nostalgie du Beyrouth d'antan. Moi, je déteste la nostalgie. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Peut-être parce que ma vie entre Beyrouth et Montréal, je fais beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas, mais je n'aime pas la nostalgie. Alors, impossible d'écrire quelque chose qui soit nostalgique. Donc, le ton est venu tout seul. Il était enjoué parce que je me suis vraiment remise dans la peau de cette petite, mais avec l'intériorité d'une adulte que je suis. Vous comprenez comment cette petite vivait ces émois-là. C'est surtout ça qui a... Le livre est enlevé. Il n'est pas lourd. Ce n'est pas une description plate et on se dit « Ah, c'était comme ça à Beyrouth ». Non. Donc avec une âme d'une petite fille, peut-être l'âme de l'enfance, on va dire, de manière générale. Mais analysée par un adulte. Exact. Si vous permettez, on va mettre au parfum juste nos téléspectatrices et téléspectateurs un petit extrait assez bref, si vous le voulez, de votre livre Beyrouth Tendresse, paru récemment. C'est à vous. Ça a été difficile de choisir parce qu'ils sont tous, je les aime autant l'un que l'autre. Je vous salue, Marie. Elle s'appelait Marie, un nom commun, mais elle ne l'était pas. Elle vivait dans une maison qui n'en était pas. Une chambre unique où j'ai repéré un lit qui tenait sur des caisses et des sacs. À gauche et à droite, un fouillis de tout et de rien. Une marmite toute noire, un sac de pain ouvert. C'est tout ce que j'ai pu voir par hasard de la résidence de Marie qui habitait l'entrée de ma ruelle. Piqué par la curiosité, je poussai l'audace un jour jusqu'à traîner une grosse pierre qui me jucha devant la lucarne de Marie. J'y appliquai mon nez, une odeur extraordinaire s'en émana. Dans sa maison qui n'en était pas, Marie n'avait pas de toilette. J'essayais de mettre sa vie bout à bout. Je comprenais ses cheveux blancs crépus, sales, qui auraient pu faire croire qu'elle avait un balai en guise de tête, si ce n'était sa corpulence. Mais il ne m'expliquait pas ses très grosses jambes sur des chevilles boudinées qui devaient supporter un tonneau d'où s'échappait de la graisse, en bonus au niveau de la poitrine et du ventre. Elle avait un corps qui n'était pas pour elle. Comment vivait Marie? Que faisait-elle dans la vie? D'où venait-elle? Quels étaient ses moyens de survie? Quel était le secret de Marie? Puis, un peu plus tard, je fais ma prospection dans la rue. Oui. Mais Marie faisait quoi? Elle vivait de quoi? Mangeait quoi? Le mystère demeurait et vous le découvrirez en lisant. En lisant le livre. Mais ça me permet d'enchaîner justement, Gisèle, sur ma question justement, parce que vous rendez entre autres un hommage à Sir Paul dans ce livre. Oui. Vous clôturez cet émerveillement justement par ce questionnement, par cette question. A-t-elle jamais douté, la très chère Sir Paul, qu'elle contribua grandement à mes choix de vie livresque? Elle vous a beaucoup aidé à ce niveau, oui. Elle était responsable de la couture. On avait à l'époque 1 heure de couture par semaine à l'école. Et on piquait, point de croix, feston, machin. Et moi, j'ai jamais eu la patience des petits points. Et je devais me lever de ma place comme ça, m'asseoir avec l'aiguille et le fil, ça m'énervait. Alors j'allais lui montrer mon travail. Et elle, ça ne lui plaisait pas, bien sûr. Elle me disait, oh, que tu es sotte. Elle me donnait un livre, elle me disait, lis à tes camarades pendant que les autres piquaient.
Et c'est à partir de peut-être de ce moment-là que j'ai commencé à lire et à écrire. Une initiation oui, à la Chaque petite lecture, je chose veux dans dire. la vie nous emmène quelque part. Oui, oui, exactement. Chaque événement, il a son impact. Quel enseignement vous tirez justement d'un tel événement dans votre vie, Gisèle Kayataïd? J'allais vous dire pour tous les Libanais. Il y a un enseignement, disons que c'est dramatique, etc. Vous parliez justement de ne pas, n'est-ce pas, aller dans la nostalgie, de ne pas aller dans les ondes négatives. Mais il y a toujours une morale, un enseignement qu'on tire. Quel est le vôtre? Quel est celui que vous avez tiré? Euh, il y a des petits messages que je fais passer un petit peu, mais sans le vouloir vraiment, sur nos façons de consommer maintenant, nos façons de vivre. C'est vraiment en filigrane, hein. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de message, c'est pas le but. Et tous ceux qui m'ont lu, et j'ai eu beaucoup de retours, ils étaient enchantés de revivre quelque chose qui n'est plus, mais qu'ils ont connu ou qu'ils ont découvert aussi. Et c'était le but. Moi, j'ai écrit avec beaucoup de joie ce livre. C'est cette joie qui est passée de moi au lecteur que je retiens. L'enseignement, chacun tire... il n'y a pas vraiment d'enseignement au sens de message, mais chacun fait sa petite conclusion. Sa petite conclusion à ce niveau. Beyrouth Tendresse de Gisèle Kayataïd, mesdames et messieurs. On parlait tout à l'heure d'un troisième lancement qui s'en vient. Bon, il va y avoir d'autres lancements prévus. Là, l'émission sûrement passera quelques semaines, quelques mois après. Mais je vais vous donner la possibilité de vous exprimer à ce niveau. Si vous avez des dates précises, dites-les. Mais ce que je veux dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est qu'on parle dans les prochaines semaines, peut-être dans la période estivale où les gens vont devoir visionner. Vous avez 50 secondes pour nous parler de ces lancements. Je vous en prie. Non, je dis que j'ai fait un lancement à Beyrouth, puis je suis allée faire un autre à Montréal. Les deux ont eu un grand succès. Et le livre a tellement plu que maintenant je profite de mon séjour, de mon court séjour à Beyrouth pour faire une troisième signature. Et je l'ai fait d'ailleurs dans une vieille maison libanaise entièrement rénovée, quelque chose de très beau, un bel espace culturel qui est tout neuf et qui résume vraiment tout ce que je veux transmettre de Beyrouth, la culture, la beauté de l'architecture, avec ce livre qui est dédié à Beyrouth et auquel je convie encore tous mes amis qui n'ont pas pu assister à l'une ou à l'autre lancement. Excellent. Beyrouth Tendresse de Gisèle Kayataïd. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Kamal. Je vous en prie. Et nos salutations à vous, à nos amis libanais aussi qui nous regardent. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous du Québec, de Montréal. Prochaine invité jeudi chez Art et Lettres à 15h30. Au revoir.